Alors que certaines femmes des dirigeants nazis sont décédées peu après l'effondrement du Troisième Reich, d'autres ont survécu pendant des décennies, menant une vie discrète ou écrivant sur leur passé. L'emplacement exact de nombreuses tombes reste un mystère, et bien que certaines aient été identifiées, leur histoire demeure cachée derrière des pierres tombales qui ne révèlent presque rien de leur passé. À titre d'exemple, Gertrude Scholz-Klink, la dirigeante de la Ligue nationale socialiste des femmes, est décédée en mars de l'an 1999 à Bebenhausen, près de Tübingen. Elle était mariée au SS August Eismayer, bien que ce soit elle qui occupait la position la plus élevée dans leur relation. Ce que l'on sait de ces restes, c'est qu'ils ont probablement été enterrés dans le cimetière local. Cependant, aucune information n'existe sur l'emplacement exact de sa tombe, ni sur d'éventuels éléments distinctifs permettant de l'identifier. Ce n'est pas un cas isolé. Voyons qui étaient certaines de ces femmes et où reposent leurs dépouilles. Du Vorbunker à la rivière Elbe, l'histoire tragique de Magda Goebbels. Johanna Maria Magdalena Ritschl, simplement connue sous le nom de Magda, est née en novembre 1901 à Berlin. Elle fut considérée comme la première dame non officielle de l'Allemagne, bien que ce titre ait également été attribué à Emmy Göring. Elle grandit dans un contexte de changements sociaux et économiques en Allemagne et fréquenta une école d'Ursulines, ce qui influença sa formation. Sa mère, Auguste Berend, travaillait comme servante, tandis que son père, Oskar Ritschl, était ingénieur. La vie de Magda changea définitivement à 29 ans, lorsqu'elle assista à un discours au Palais des Sports de Berlin, prononcé par un jeune dirigeant très patriote et fier d'être un grand intellectuel, Joseph Goebbels. Cette expérience la poussa à rejoindre le Parti national-socialiste et à jouer un rôle actif dans sa communauté. Son mariage avec Goebbels en décembre de l'année suivante consolida sa position au sein du régime, faisant d'elle une confidente proche et une fervente partisane des idéaux prônés par Adolf Hitler. Elle ne fut pas seulement une figure clé de la propagande du Troisième Reich, domaine d'expertise de son mari, mais elle incarna également l'idéal féminin dans l'Allemagne nazie. Un an avant le déclenchement de la guerre, elle reçut la Croix d'honneur de la mère allemande, devenant ainsi un modèle pour de nombreuses femmes allemandes. Mais dans les derniers jours de l'Allemagne nazie, alors que les troupes soviétiques encerclèrent Berlin, Magda et ses 6 enfants se réfugièrent dans le Vorbunker de la chancellerie du Reich le 22 avril. Le Vorbunker offrait une certaine sécurité, bien que l'espace y fût restreint et inconfortable. Le chancelier lui-même n'était guère mieux loti, affaibli physiquement, se déplaçant entre les bunkers de manière hésitante et les mains tremblantes. Durant son séjour dans ce refuge, Magda tenta en vain de convaincre Hitler de quitter Berlin. Toutefois, elle resta résolue à lui demeurer fidèle. Le 28 avril, elle écrivit une lettre d'adieu à son fils Harald Kant, dans laquelle elle exprimait ses intentions en ces termes. « Notre merveilleuse idéologie est en train de périr, et avec elle, tout ce qui était beau, admirable, noble et bon à mes yeux. Il ne vaut plus la peine de vivre dans le monde qui existera après le Führer et le national-socialisme, et c'est pour cette raison que j'ai amené les enfants avec moi. Ils sont bien trop précieux pour le monde qui viendra après nous, et un Dieu miséricordieux comprendra que je leur accorde moi-même le salut. » Et ainsi procéda-t-elle. Dans ces derniers jours, elle prépara méticuleusement la mort de ses 6 enfants. Elle eut plusieurs discussions avec des médecins des SS pour trouver un moyen indolore de les tuer. L'après-midi du 1er mai 1945, elle administra un sédatif à ses enfants pour les endormir, avec l'aide du docteur Stumpfegger, et possiblement une injection de morphine administrée par le docteur Kunz. Enfin, elle leur fit ingérer du cyanure d'hydrogène. Il semble que sa fille aînée, Helga, se soit débattue, comme en témoignaient les ecchymoses retrouvées sur son corps. Environ 21 heures après leur décès, Joseph et Magda Goebbels mirent fin à leur jour près de la sortie de secours du Führerbunker. Après leur mort, leurs corps furent traités de la même manière que ceux d'Hitler et d'Eva Braun. En raison de l'imminente arrivée des troupes soviétiques, un enterrement traditionnel était impossible. Leurs dépouilles furent brûlées cette nuit-là sur un bûcher improvisé, mais la crémation fut incomplète, ne laissant que des restes partiellement carbonisés. Le lendemain, vers 17 heures, des soldats soviétiques découvrirent les restes calcinés. Après examen médico-légal, leurs restes furent replacés dans des caisses en bois.
Ils furent d'abord enterrés dans la région de Berlin-Buch, puis exhumés et déplacés à plusieurs reprises, de Finau, en passant par Rathenau et Stendal, jusqu'à Magdebourg, où ils furent finalement enterrés dans un site militaire en février 1946. Les autorités soviétiques accordèrent une attention particulière au reste des Goebbels, réalisant des examens médico-légaux et documentant minutieusement les circonstances de leur mort. Toutefois, 24 ans plus tard, le KGB ordonna la destruction définitive des restes de Magda et Joseph Goebbels, ainsi que ceux d'autres dirigeants nazis, afin d'éviter qu'ils ne deviennent un lieu de pèlerinage pour les néo-nazis. Ainsi, le 4 avril, des agents du KGB exhumèrent les restes conservés à Magdebourg depuis des années. Les corps furent incinérés, réduits en poussière et dispersés dans la rivière Biederitz, un affluent de l'Elbe. Le culte de la femme idéale, Karin Göring et son rôle dans l'idéologie nazie. Karin Axelina Hulda Fock, qui devint plus tard connue sous le nom de Karin Göring, est née dans une famille de la haute société, étant la fille d'un colonel de l'armée suédoise. Elle eut un premier mariage avec le gymnaste Niels von Kantzow, avec qui elle eut un fils. Cependant, leur relation ne fut pas satisfaisante, et en 1920, le couple divorça. Cette même année, elle fit la rencontre de Hermann Göring, qui travaillait alors comme pilote pour une compagnie aérienne suédoise. Leur connexion fut rapide et profonde, ce qui les conduisit finalement à se marier le 3 janvier de l'année 23 du XXe siècle. Dès lors, elle devint une figure importante au sein du parti nazi. Bien que son rôle politique fût davantage symbolique qu'actif, sa présence fut exploitée par la propagande officielle pour promouvoir l'image d'un mariage idéalisé entre elle et Hermann. Pendant les années d'ascension de Göring, Karin participa activement aux activités de propagande du parti, accompagnant son mari lors de divers voyages en Allemagne pour promouvoir les idéaux défendus par l'organisation. Malgré son engagement indéniable pour la cause, sa santé fut un facteur déterminant. Elle souffrait de tuberculose, une maladie qui l'affaiblit progressivement. De plus, en 1931, elle subit une crise émotionnelle après la mort de sa mère, ce qui aggrava encore son état. En septembre de cette année, elle se rendit en Suède pour assister aux funérailles maternelles, et c'est là qu'elle fit un infarctus du myocarde qui entraîna finalement son décès le 17 octobre. L'annonce de sa mort fut un coup émotionnel profond pour Göring, qui lui avait toujours témoigné une dévotion intense. Dans un premier temps, elle fut enterrée au cimetière de l'île de Loven, à Stockholm, où une cérémonie simple fut organisée. Cependant, Hermann souhaitait lui rendre hommage de manière beaucoup plus grandiose, en accord avec l'importance qu'elle représentait pour lui. Ainsi, 3 ans après sa mort, Göring ordonna l'exhumation des restes de Karin et leur transfert en Allemagne. La cérémonie de transfert eut lieu le 19 juin et un mausolée fut érigé à Karinhal, la célèbre résidence de Göring située dans la Schorfheide, en pleine forêt du Brandebourg. L'événement en son honneur rassembla plusieurs figures clés du régime, y compris Adolf Hitler. Peu à peu, le mausolée acquit une dimension symbolique, devenant un lieu de culte de la figure féminine idéalisée par les nazis. Cependant, cet espace mémoriel et familial ne fut pas exempt de difficultés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Karinhal subit de lourds dommages à cause des bombardements aériens. Face à la menace d'une avancée des troupes soviétiques dans la région, Göring décida de cacher les restes de son épouse pour les protéger. 1 an avant la reddition allemande, les restes de la défunte furent enterrés dans une forêt proche du manoir, dans une tentative d'éviter que sa tombe ne soit profanée par les Alliés ou les Soviétiques. Après la fin de la guerre et la capitulation de l'Allemagne, les restes de Karin Göring connurent de nombreuses péripéties. Tout d'abord, en 1951, des ossements humains furent retrouvés dans la forêt près de Karinhal et identifiés comme étant ceux de Karin. Ces restes furent incinérés et renvoyés en Suède, où ils furent enterrés à nouveau sur l'île de Loven. 40 ans plus tard, des chasseurs de trésors découvrirent d'autres ossements près de l'ancien Karinhal, qui furent également attribués à Karin. Ces restes furent envoyés en Suède pour identification. Les analyses scientifiques confirmèrent finalement un lien génétique avec son fils, suggérant qu'il s'agissait bien de ces restes. Grâce à cette identification, ils furent enterrés une nouvelle fois en Suède. Aujourd'hui, la tombe de Karin Göring sur l'île de Loven est dans un état de conservation relatif. Aucun monument ou commémoration notable n'a été érigé sur place pour perpétuer sa mémoire.
Le site originel de sa sépulture a perdu une grande partie de sa visibilité et n'est pas entretenu de manière optimale. Un héritage silencieux, la tombe d'Emmy Göring et son oubli dans l'histoire. La seconde épouse de Hermann Göring fut Emma Johanna Henny Sonnemann, née le 24 mars 1893 à Hambourg. Durant le Troisième Reich, elle fut considérée comme la première dame du régime. Issue d'une famille aisée, elle manifesta dès son jeune âge un intérêt pour le théâtre. Après avoir terminé ses études, elle se consacra à la scène, jouant dans plusieurs productions qui lui permirent d'établir des liens avec la haute société berlinoise. Emmy épousa l'acteur Karl Köstlin en 1916, mais leur relation fut problématique et se solda par un divorce 10 ans plus tard. Durant cette période, elle fut connue sous le nom d'Emmy Köstlin. Sa vie prit un tournant décisif lorsqu'elle rencontra Hermann Göring en 1932 au Kaiser Café de Weimar. À cette époque, Göring était déjà une figure politique influente et un des chefs de file du parti nazi en pleine ascension. Leur relation se développa rapidement, aboutissant à un mariage somptueux le 10 avril de l'année 1935, où Adolf Hitler lui-même fut témoin de l'union. En tant qu'épouse de l'un des hauts dignitaires du régime, Emmy vécut dans le luxe et l'opulence. Elle organisa de nombreux événements officiels et mondains, jouant un rôle actif dans la vie publique. La propagande nazie la présenta comme l'épouse idéale, renforçant ainsi l'image de Göring, qui dirigeait alors la Luftwaffe. Toutefois, Emmy resta à l'écart des aspects les plus controversés de la politique nazie, préférant se consacrer à son quotidien fait de privilèges et de prestige. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la situation en Allemagne devenait de plus en plus critique, Emmy continua de jouir de son statut au sein de la haute société. Avec son mari, elle incarnait l'image du mariage nazi idéal. Après la chute du Troisième Reich et la fin de la guerre, Emmy mena une vie beaucoup plus discrète. Lors du processus de dénazification, elle fut classée comme partisane active du régime nazi. Elle écopa d'une amende et se vit interdire de monter sur scène pendant 5 ans. Dans ses mémoires, elle s'efforça de présenter Hermann Göring comme un homme ayant agi dans l'intérêt de l'Allemagne, minimisant son implication dans les atrocités du régime. Lors d'une interview, elle alla même jusqu'à le défendre en déclarant « J'ai toujours pensé que l'amour était une bénédiction. Je ne savais pas que l'on pouvait être puni pour cela. » Dans ces dernières années, Emmy souffrit de divers problèmes de santé, notamment une sciatique, qui affecta gravement sa mobilité. Son état s'aggravant, elle se retira de la vie publique et s'installa dans une modeste demeure à Munich. Le 8 juin 1973, elle mourut à 80 ans des suites de complications liées à ces maladies. Son lieu de sépulture est le Waldfriedhof de Munich, un cimetière réputé pour son cadre paisible et ses nombreuses tombes historiques. Sa tombe, située dans une section ordinaire du cimetière, est marquée par une simple stèle, bien entretenue mais sans distinction particulière qui rappellerait son rôle dans l'histoire. L'état de conservation de sa tombe présente quelques signes d'usure, mais elle demeure simple et sobre, sans l'entretien particulier que l'on pourrait attendre pour une personnalité historique. Aucune exhumation, profanation ou relocalisation de ses restes n'a été signalée. Le cimetière reste accessible aux visiteurs et la tombe d'Emmy Göring peut être retrouvée sans difficulté grâce à une signalisation claire. Cependant, bien que l'endroit soit calme et bien entretenu, il n'existe aucune commémoration spécifique ni aucun groupe de visiteurs réguliers rendant hommage à sa mémoire. Enterrée aux côtés de son époux, l'épouse du confident d'Hitler et sa tragique solitude, Ilse Hess, née Ilse Pröll, grandit dans une famille nationaliste conservatrice. Son père, le médecin Friedrich Pröll, mourut lors du putsch de Kapp, un événement qui marqua profondément sa jeunesse. Elle fut l'une des premières femmes à étudier à l'université Ludwig Maximilian de Munich, où elle se spécialisa en allemand et en bibliothéconomie. Au début des années 20, elle rencontra à Munich Rudolf Hess, alors membre du parti nazi. Leur relation évolua rapidement et ils se marièrent le 20 décembre de l'année 1927 dans la même ville. Adolf Hitler fut le parrain de leur mariage. Le mari d'Ilse devint rapidement un confident de premier plan et servit d'adjoint à Hitler lorsqu'il accéda au pouvoir au début de la décennie suivante. À cette époque, la société allemande était profondément divisée. De nombreux citoyens adhéraient à l'idéologie nationale-socialiste, tandis que d'autres lui résistaient. Naturellement,
Des femmes comme Ilse Hess jouèrent un rôle de soutien dans la vie politique de leurs époux. Elles incarnaient l'idéal nazi des épouses et mères et vivaient selon les principes du régime, qui mettait l'accent sur la famille comme unité politique essentielle. Rudolf Hess se fit connaître au niveau international lorsqu'il effectua seul un vol vers l'Écosse en 1941, dans une tentative de négociation de paix avec la Grande-Bretagne. Cette action conduisit à son arrestation et à son emprisonnement en Grande-Bretagne, avant d'être transféré, près d'un an après la fin du conflit mondial, à la prison de Spandau, à Berlin. Pendant cette période, Ilse Hess se retrouva de plus en plus isolé et se retira progressivement de la vie publique. Mais tout prit une tournure encore plus dramatique avec la mort de Rudolf Hess, le 17 août de l'année 1987, alors qu'il était toujours incarcéré à Spandau. Ancien haut dignitaire du régime nazi, Rudolf Hess fut le dernier grand prisonnier du Troisième Reich, passant ses dernières années comme unique détenu de la prison. La version officielle de son décès rapporta qu'il s'était pendu avec un câble électrique. Cependant, cette mort demeura controversée, certains témoins et fonctionnaires pénitentiaires exprimant des doutes quant à cette version. Les années suivantes, de nombreuses théories et spéculations émergèrent sur la possibilité d'un assassinat, possiblement orchestré par les services secrets britanniques ou d'autres acteurs politiques. Ces débats alimentèrent un mystère persistant autour des circonstances réelles de son décès. Quelles que soient les spéculations sur cette mort, Ilse Hess dut non seulement affronter la perte de son époux, mais aussi le poids du stigmate social associé à son nom et à son héritage. Après la disparition de son mari, elle s'installa dans la petite ville de Wunsiedel, où se trouvait la tombe de Rudolf Hess. Elle y vécut jusqu'à son décès en l'an 2000. À sa mort, Ilse Hess fut enterrée aux côtés de son mari dans le cimetière protestant de Wunsiedel. Toutefois, l'intérêt pour Rudolf Hess et même pour son épouse ne faiblit pas au fil des années, tandis que diverses théories sur sa vie et sa fin tragique continuaient d'animer le débat public. Face au culte persistant des néo-nazis autour de la tombe de Rudolf Hess, la municipalité de Wunsiedel décida de prendre une mesure radicale pour empêcher toute instrumentalisation politique de la sépulture. Ainsi, en 2011, les restes de Rudolf Hess furent exhumés. La pierre tombale qui portait l'inscription « J'ai osé » fut retirée. Les restes de Rudolf Hess furent incinérés, puis ses cendres dispersées en mer afin d'éliminer tout lieu de pèlerinage. Cependant, aucune information ne fait état d'une exhumation des restes d'Ilse Hess. Il semble qu'elle repose toujours dans la parcelle familiale, bien que son emplacement soit désormais plus difficile à repérer. Être l'épouse de Himmler, le conflit entre le devoir et la désillusion. Pendant la Première Guerre mondiale, Margaret Boden travailla comme infirmière dans un hôpital militaire. Elle se maria une première fois durant cette période, mais cette union se solda rapidement par un divorce. À la fin des années 20 du XXe siècle, elle commença à bâtir sa vie professionnelle à Berlin, où elle dirigea une clinique acquise pour elle par son père. C'est également à cette époque qu'elle adhéra au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, devenant membre sous le numéro 97 252. Cette même année, elle épousa un homme frêle, mais reconnu pour ses talents d'administrateur, Heinrich Himmler, qui allait par la suite jouer un rôle central dans le gouvernement nazi en tant que Reichsführer SS. De cette union naquit leur fille, Gudrun, le 8 août 1929. La famille vécut une période de stabilité relative jusqu'à ce que la relation se détériore avec le temps, en grande partie à cause de la liaison extra-conjugale de Himmler avec sa secrétaire, Hedwig Potast. Bien que le couple restât officiellement marié, ils menèrent des vies séparées. 4 mois après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, Margarethe fut nommée directrice des hôpitaux militaires du district 3, couvrant Berlin et le Brandebourg sous la supervision de la Croix-Rouge allemande. Avec l'effondrement du Troisième Reich, Margaret et sa fille fuirent vers le sud de l'Allemagne. Le 13 mai de cette année, elles furent capturées par des soldats américains à Wolkenstein, au Tyrol du Sud. Après son arrestation, la veuve de Himmler fut soumise à une série d'interrogatoires en Italie et en France, avant d'être transférée en Allemagne dans le cadre des procédures judiciaires de Nuremberg. En septembre, elle fut entendue dans le cadre des enquêtes sur les crimes du gouvernement national-socialiste. Mais aucune charge ne fut retenue contre elle en tant que perpétratrice directe. Par la suite,
Margaret fut internée dans le camp de Ludwigsburg 77. Elle y resta jusqu'en novembre 1946, date à laquelle elle fut libérée. Aucune implication dans des crimes de guerre ne fut prouvée contre elle. Après sa libération, elle trouva refuge dans les Bodelschwingschen Anstalten, une institution religieuse située à Bethel, Bielefeld. Là, elle travailla dans l'industrie textile, notamment dans la section tissage et filature, et vécut avec sa fille Gudrun. Après la guerre, elle adopta un profil bas, bien que certains documents suggèrent qu'elle continua à entretenir des contacts avec d'anciens membres du mouvement nazi. 6 ans plus tard, Gudrun quitta l'institution, mais Margaret y resta encore quelques années. Sur ce point, Friedrich von Bodelschwingh, le directeur de l'établissement, exprima ouvertement son désapprobation quant à sa présence. Il n'y a rien d'édifiant dans le fait que Madame Himmler ait vécu dans une illusion totale jusqu'à son départ, sans nous remercier. Elle est partie avec ses compagnons bruns, aujourd'hui rétablis. Cela ne nous impressionne en rien, car nous n'obéissons pas au commandement de Jésus dans le but de raconter ensuite quelques belles histoires de succès pieux. Par la suite, Margaret s'installa dans une chambre privée au sein de Bethel, puis alla vivre chez sa sœur Lydia, à Iepen. Margaret Himmler mourut le 25 août 1967 à Munich, à l'âge de 73 ans, de cause naturelle. Elle passa ses dernières années aux côtés de Gudrun. Elle fut enterrée au Waldfriedhof de Munich. Son corps n'a jamais été exhumé et aucun incident particulier n'a été signalé concernant sa sépulture. Son existence est largement tombée dans l'oubli et sa tombe reçoit peu de visites depuis son inhumation. Son mari, Heinrich Himmler, s'était suicidé après son arrestation et sa dépouille fut enterrée dans un lieu inconnu à Lüneburg-Ith. Tombes et souvenirs. Le destin de Gerda Bormann après la guerre. La vie de Gerda Bormann, née Gerda Buck, fut marquée par son environnement familial et ses liens étroits avec de hauts responsables du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, notamment son époux, Martin Bormann. Son père, Walter Buck, fut une figure influente du parti et dès 1927, le principal juge de l'organisation. Cela exposa Gerda aux idées et aux valeurs du nazisme dès son plus jeune âge. La relation entre Gerda et Martin Bormann débuta lors d'une réception du parti à la fin de l'année 28 et aboutit à leur mariage le 2 septembre de l'année suivante. Leur union revêtit une forte dimension politique, renforcée par la présence d'Adolf Hitler et Rudolf Hess en tant que témoins de la cérémonie. Gerda donna naissance à 10 enfants au cours des 14 années suivantes, incarnant ainsi l'idéal nazi de la mère aryenne. Son engagement idéologique la poussa même à proposer des mesures radicales pour stimuler la natalité en Allemagne, suggérant que les hommes puissent épouser plusieurs femmes afin d'augmenter le taux de naissance. Au-delà de son rôle de mère et d'épouse, Gerda participa activement aux activités politiques du régime. Toutefois, son influence ne fut jamais aussi visible que celle de son mari. Fuite et fin tragique après la guerre. Après la chute de l'Allemagne nazie, de nombreux hauts responsables du régime cherchèrent à fuir le chaos qui régnait dans le pays. À cette époque, Gerda Bormann se trouvait à Obersalzberg. Elle quitta la région et se réfugia en Italie. En 1946, elle était déjà gravement atteinte d'un cancer de l'utérus, diagnostiqué peu de temps auparavant. Son état de santé se détériorant rapidement, elle fut transférée dans un hôpital militaire en Italie. Elle mourut le 23 mars à Méran, en Italie, sans la présence de ses enfants, à la suite d'une intoxication au mercure, conséquence d'un traitement de chimiothérapie. Avant son décès, elle confia ses 10 enfants au prêtre Theodor Schmitz, qui finit par les adopter officiellement. Gerda Bormann fut inhumée à Méran, dans un cimetière modeste. Son enterrement se déroula dans la plus stricte intimité, avec peu de personnes présentes. Sa tombe ne reçut aucune attention particulière et ne fit jamais l'objet de commémoration. Exhumation et oubli progressif. 24 ans plus tard, en 1970, son fils Martin Bormann Jr. fit exhumer ses restes et les fit rapatrier en Allemagne. Ce geste visait à offrir à sa mère une dernière demeure plus significative pour la mémoire familiale. Toutefois, l'emplacement exact de sa nouvelle sépulture reste inconnu du public. Il n'existe aucune information officielle concernant l'état actuel de sa tombe, ni sur un éventuel entretien ou une restauration. Ce manque de traces témoigne d'un intérêt limité pour sa figure dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale.
Tombes et souvenirs. Le destin de Gerda Bormann après la guerre. La vie de Gerda Bormann, née Gerda Buck, fut marquée par son environnement familial et ses liens étroits avec de hauts responsables du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, notamment son époux, Martin Bormann. Son père, Walter Buck, fut une figure influente du parti et, dès 1927, le principal juge de l'organisation. Cela exposa Gerda aux idées et aux valeurs du nazisme dès son plus jeune âge. La relation entre Gerda et Martin Bormann débuta lors d'une réception du parti, à la fin de l'année 28, et aboutit à leur mariage le 2 septembre de l'année suivante. Leur union revêtit une forte dimension politique, renforcée par la présence d'Adolf Hitler et Rudolf Hess en tant que témoins de la cérémonie. Gerda donna naissance à 10 enfants au cours des 14 années suivantes, incarnant ainsi l'idéal nazi de la mère aryenne. Son engagement idéologique la poussa même à proposer des mesures radicales pour stimuler la natalité en Allemagne, suggérant que les hommes puissent épouser plusieurs femmes afin d'augmenter le taux de naissance. Au-delà de son rôle de mère et d'épouse, Gerda participa activement aux activités politiques du régime. Toutefois, son influence ne fut jamais aussi visible que celle de son mari. Fuite et fin tragique après la guerre. Après la chute de l'Allemagne nazie, de nombreux hauts responsables du régime cherchèrent à fuir le chaos qui régnait dans le pays. À cette époque, Gerda Bormann se trouvait à Obersalzberg. Elle quitta la région et se réfugia en Italie. En 1946, elle était déjà gravement atteinte d'un cancer de l'utérus, diagnostiqué peu de temps auparavant. Son état de santé se détériorant rapidement, elle fut transférée dans un hôpital militaire en Italie. Elle mourut le 23 mars à Méran, en Italie, sans la présence de ses enfants, à la suite d'une intoxication au mercure, conséquence d'un traitement de chimiothérapie. Avant son décès, elle confia ses 10 enfants au prêtre Theodor Schmitz, qui finit par les adopter officiellement. Gerda Bormann fut inhumée à Méran, dans un cimetière modeste. Son enterrement se déroula dans la plus stricte intimité, avec peu de personnes présentes. Sa tombe ne reçut aucune attention particulière et ne fit jamais l'objet de commémoration. Exhumation et oubli progressif. 24 ans plus tard, en 1970, son fils Martin Bormann Jr. fit exhumer ses restes et les fit rapatrier en Allemagne. Ce geste visait à offrir à sa mère une dernière demeure plus significative pour la mémoire familiale. Toutefois, l'emplacement exact de sa nouvelle sépulture reste inconnu du public. Il n'existe aucune information officielle concernant l'état actuel de sa tombe, ni sur un éventuel entretien ou une restauration. Ce manque de traces témoigne d'un intérêt limité pour sa figure dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale. Déclin mental et fin tragique. Dans les dernières années de sa vie, Ingalill souffrit de troubles psychologiques, exacerbés par une dépendance aux analgésiques et une profonde solitude. L'absence fréquente de son mari, accaparé par ses engagements politiques, contribua à aggraver son état émotionnel. Son sentiment d'abandon et son mal-être devinrent insupportables. Finalement, 2 jours avant la fin de l'année 1942, Ingalill mit fin à ses jours. Elle se tira une balle dans le front avec un pistolet. Elle n'avait alors que 26 ans. Avant de commettre l'irréparable, elle rédigea une lettre d'adieu, retrouvée plus tard. Bien que ce document ne soit pas accessible aujourd'hui, il est connu qu'elle y demandait pardon et exprimait son incapacité à supporter la vie politique de son mari. Le contenu suggérait qu'elle préméditait son geste depuis un certain temps. Profondément bouleversé par sa disparition, Hitler écrivit une lettre de condoléances à sa mère. Enterrement discret et oubli progressif, Ingalill fut inhumée à Guttrotland, dans un bois de chêne situé sur les terres du domaine familial. Le déroulement précis des funérailles et de l'enterrement demeure inconnu, mais il est établi que la cérémonie fut sobre. Le bois où elle fut enterrée était un lieu paisible, cher à Inga et à sa famille, où Robert Ley et ses proches avaient vécu de nombreux souvenirs. Aucune information ne laisse penser que ses restes aient été déplacés. Sa tombe demeure à Guttrotland, bien que recouverte en partie de végétation. Elle a sombré dans l'oubli, loin de toute commémoration ou reconnaissance publique. Margaret Speer, la fin de la femme derrière l'homme qui construisit le Troisième Reich. Albert Speer, célèbre architecte du Troisième Reich, rencontra Margaret Weber en 1922, alors qu'il poursuivait ses études à Heidelberg.
Leur relation se renforça avec le temps et 6 ans plus tard, ils se marièrent à Berlin. Malgré l'opposition de la mère d'Albert Speer, qui considérait la famille de Margaret comme socialement inférieure, le couple fonda une famille qui compta 6 enfants: Albert, Hilde, Fritz, Margaret, Arnold et Ernst. Durant les premières années de leur mariage, Margaret se consacra aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, tandis qu'Albert progressait au sein de la structure politique allemande grâce à sa carrière d'architecte. Avec le temps, Albert Speer devint l'un des proches d'Adolf Hitler. Son rôle fut crucial dans la mise en œuvre de grands projets architecturaux, ainsi que dans sa fonction de ministre de l'Armement et de la production de guerre. À mesure que la carrière de son mari avançait et que le régime nazi consolidait son pouvoir, la guerre, les bombardements et les privations marquèrent profondément la vie quotidienne des Speer. Malgré ces épreuves, Margaret s'efforça de maintenir un environnement familial stable pour ses enfants. Pendant cette période, elle vécut dans une villa à Heidelberg, qui servit de refuge familial lors des moments de crise. L'après-guerre est l'ombre du passé. Après la fin du conflit, Albert Speer fut arrêté, puis jugé lors des procès de Nuremberg. Il fut reconnu coupable de crimes de guerre et condamné à 20 ans de prison. Bien qu'étroitement impliqué dans le régime nazi et sa machine de guerre, Albert Speer chercha à se présenter comme un technocrate apolitique afin d'éviter une condamnation plus lourde. Pendant ce temps, à Heidelberg, la société vivait dans une forme d'ignorance collective concernant le passé nazi. La plupart des habitants évitaient de parler des atrocités de la guerre et des crimes du régime. Cela permit à Margaret et à ses enfants de mener une vie relativement discrète, protégée d'un éventuel stigmate social. Dans ses mémoires, Margaret expliqua qu'elle avait souvent l'impression de ne pas avoir à affronter le passé. La famille continua à mener une vie ordinaire, participant à des événements culturels, maintenant un contact régulier avec des amis et des proches. Rien ne semblait hors du commun. Après la libération d'Albert Speer en 1966, les relations familiales restèrent distantes et marquées par des tensions. Bien qu'Albert ait tenté de reconstruire des liens, son passé trop lourd empêcha toute véritable réconciliation. De son côté, Margaret poursuivit sa vie à Heidelberg, cherchant à préserver une certaine tranquillité, bien que l'héritage nazi de son époux restât un sujet de débat public. Un dernier repos dans la discrétion, Albert Speer mourut le 1er septembre 1981 à Londres, alors qu'il était accompagné d'une femme plus jeune. Quant à Margaret Speer, elle s'éteignit le 21 avril, 6 ans plus tard. Elle fut inhumée dans un petit caveau familial du cimetière Bergfriedhof, un lieu connu pour son calme et son cadre pittoresque. Le Bergfriedhof est l'un des plus anciens cimetières de Heidelberg, offrant une vue imprenable sur la ville et les vignobles environnants. La tombe de Margaret Speer est sobre et sans ornement particulier. Dans les années suivant son décès, sa tombe a été occasionnellement visitée par des membres de sa famille et quelques amis souhaitant lui rendre hommage. Du bunker à l'oubli, la fin tragique d'Eva Braun et d'Adolf Hitler. Eva Braun fut la compagne d'Adolf Hitler durant une grande partie de sa vie, leur relation ayant débuté quelques années après leur rencontre en 1929, alors qu'elle travaillait pour Heinrich Hoffmann, le photographe personnel du Führer. Peu à peu, Eva Braun s'intégra à la vie privée du chancelier, bien que son rôle ait été maintenu secret pendant une période significative des événements. Leur relation était complexe, marquée par des tensions et des conflits, mais aussi par des moments de proximité. Elle tenta de s'assurer une place importante dans la vie de Hitler, allant jusqu'à menacer de se suicider à plusieurs reprises pour attirer son attention et obtenir son affection. Le contexte historique de leur relation fut celui d'un conflit mondial qui dura 6 ans à partir de 1939, au cours duquel les forces de l'Axe dirigées par l'Allemagne affrontèrent les Alliés. Au fil des ans, l'Allemagne subit une série de défaites majeures et, en avril 1945, les troupes soviétiques se rapprochèrent de Berlin, conduisant Hitler à prendre des décisions radicales. Dans ces circonstances dramatiques, le 29 avril, le couple se maria lors d'une cérémonie privée dans le Führerbunker. Le lendemain, ils mirent fin à leur jour, marquant ainsi l'effondrement du régime nazi et la fin de la guerre en Europe. Eva Braun ingéra une capsule de cyanure, provoquant une mort instantanée. Hitler, quant à lui, combinant le cyanure avec une balle dans la tête, mit également fin à ses jours.
Cette décision fatale fut méticuleusement planifiée, et tous deux prirent congé de leurs plus proches collaborateurs qui avaient assisté à leur mariage quelques heures auparavant. Des corps brûlés et des restes cachés. Après leur suicide, leurs corps furent transportés dans le jardin de la chancellerie du Reich, où ils furent incinérés à la hâte par les assistants de Hitler. Leurs cadavres furent aspergés d'essence et brûlés, mais ne furent pas entièrement réduits en cendres. Le 4 mai, les troupes soviétiques retrouvèrent les restes calcinés dans un cratère de bombes dans le jardin de la chancellerie. Au lieu de transférer les corps à Moscou, les soldats décidèrent de les enterrer sur place, enveloppés dans des couvertures. Le lendemain, le service de renseignement militaire soviétique Smerch procéda à une exhumation afin de confirmer leur identité. L'autopsie fut réalisée par le docteur Nikolaï Kraïevski, pathologiste en chef de l'armée rouge, qui identifia Hitler grâce à ses prothèses dentaires. Les restes de Hitler furent ensuite envoyés à Moscou pour des analyses plus approfondies. Une dissimulation progressive. Par la suite, les restes des deux corps furent enterrés à Berlin-Bück, dans le terrain d'un hôpital militaire, avant d'être exhumés en février de l'année suivante et transférés à Magdebourg, où ils furent disposés secrètement dans une prison militaire soviétique. Ce secret visait à éviter que la tombe ne devienne un lieu de culte pour les partisans du nazisme. Cependant, Joseph Staline, méfiant quant à la mort de Hitler, ordonna des enquêtes et des interrogatoires d'anciens nazis afin de confirmer définitivement son décès. En 1970, avec le retrait des troupes soviétiques de Magdebourg, il fut décidé de détruire définitivement les restes de Hitler et Eva Braun, par crainte qu'ils ne deviennent un site de pèlerinage pour les néo-nazis. Yuri Andropov, alors directeur du KGB, donna l'ordre de procéder à l'exhumation et à la destruction des corps. Le 4 avril, les agents du KGB déterrèrent les restes, conservés à Magdebourg depuis l'année 1946. Les corps furent placés dans des caisses, puis transportés vers un lieu isolé. Sans qu'on ne connaisse l'emplacement exact, la crémation dura environ 1 heure. Après la combustion, les ossements furent broyés et réduits en cendres, puis la poussière fut mélangée aux cendres restantes. Le jour suivant, cette poussière fut transportée à Biederitz, où elle fut dispersée dans la rivière L, un affluent de l'Elbe, une figure controversée étudiée sous différents angles. Au fil des décennies, Eva Braun est devenue un sujet d'étude et d'analyse dans divers contextes. Sa relation avec Hitler a été examinée sous l'angle de la psychologie, de l'histoire et de la sociologie, illustrant les dynamiques complexes entre pouvoir, amour et idéologie.